Salut à tous, c'est Karen et bienvenue sur ma chaîne Code ADA. Bienvenue dans cette deuxième partie du point lecture des mois de janvier et février. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Torgal puisque ça c'est déjà fait. Je vais vous parler des autres livres, des autres romans que j'ai lus donc à la fin du mois de janvier et pendant tout le mois de février. Et je pense que ça va aller relativement vite puisqu'il n'y a pas non plus des masses de romans à vous présenter. Mais en gros, je vais vous parler de mes lectures finies. Je vais vous parler notamment du Paris des Merveilles. C'est le premier tome, Les Enchantements d'Ambremer, que là j'ai sous forme papier, mais que j'ai en fait écouté en livre audio sur Audible. Et je vais vous parler de mes lectures en cours. Il s'agit de Myriande, ici c'est le tome 1, Le Secret des âmes sœurs, c'est de Guilhem Méric, c'est aux éditions Harmonia. Et je vais vous parler très brièvement également de mon autre lecture audio qui est encore en cours. Il s'agit d'une lecture puisque je pense que ça va bien être la troisième, quatrième fois que je le lis. Et cette fois-ci je l'écoute. C'est Les Lames du Cardinal de Pierre Pevel. Là c'est évidemment sous bras jaune. Vous connaissez peut-être pas cette couverture là puisque c'était la première. Mais en tout cas, pareil, je l'écoute sur Audible en livre audio. Mais tout d'abord, commençons par cette petite merveille. Il s'agit du Paris, comme son nom l'indique, du Paris des Merveilles, le tome 1, Les Enchantements d'Ambremer. Cette édition, cette magnifique édition est donc évidemment chez Brajlon. J'ai toute la saga là derrière, mais je les ai aussi achetés, je les ai en forme audio, donc sur Audible. Et donc comme je vous expliquais, j'ai écouté donc c'est la version de ce premier tome en version audio sur Audible. Alors non, ce n'est pas un partenariat Audible pour une fois, je les ai achetés avec mes petits sous-sous et comme j'adore cette saga-là, j'aime beaucoup l'auteur et j'avais vraiment envie de les découvrir sous une autre forme, sous la forme audio, et je trouve que cette saga se prête vraiment bien à justement à cette forme auditive de lecture. Et j'ai vraiment adoré cette expérience et pour moi ça a été vraiment limite une redécouverte puisque en fait j'avais déjà lu donc le premier tome, Les Enchantements d'Ambremer, je l'avais déjà en poche, en fait en format poche, je crois que c'était le format livre de poche, que j'ai lu il y a une petite dizaine d'années déjà, c'était peut-être en 2009 ou 2010 et je me souviens que j'avais vraiment adoré cette lecture, mais avec les 10 années qui s'étaient passées, j'avais juste le souvenir d'une très bonne lecture, d'un univers que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je me souvenais vaguement des personnages principaux, de Louis Griffon et de Isabelle de Saint-Gilles, mais vraiment sans plus de détails, et j'en ai profité en fait de pouvoir l'écouter en livre audio, et notamment parce qu'au mois de février, j'ai fait un petit road trip à Angoulême, et que quand vous avez 10 heures de route en voiture, je peux vous dire qu'un livre audio, ça vient vraiment de manière... Voilà, ça s'impose là comme ça. Alors, il y en a qui ont un petit peu du mal à écouter leur lecture en lisant. Moi, j'ai absolument aucun problème. Je suis un petit peu déjà habituée à écouter la radio, pas forcément la radio musicale, mais les radios de débat, etc. La radio où ça cause, quoi. Donc, c'est pas vraiment un souci. Puis peut-être aussi le fait que comme je l'avais déjà lu, c'était aussi un petit peu plus facile de rentrer dedans parce qu'on avait des choses qui reviennent en tête. Mais revenons peut-être déjà un petit peu sur le pitch, donc de quoi ça parle. Alors le Paris des Merveilles, comme son nom l'indique, ça se passe à Paris, dans une belle époque, donc surtout, je crois que c'est au début du XXe siècle, donc c'est 1905, 1906, quelque chose comme ça, si je dis pas de conneries. Peu importe, c'est au début du XXe siècle. Nous sommes à Paris, à la belle époque, donc comme je disais, mais ce n'est pas un Paris tout à fait comme on l'a connu, c'est un Paris, comme son nom l'indique, Paris des Merveilles, où en fait le petit peuple, le peuple des fées, des créatures magiques et mythologiques, etc., ont un peu fait leur coming out et sont intégrés en fait dans la société et ont un petit peu pied à terre à Paris. Donc il y a des sirènes dans la Seine, il y a des gnomes un petit peu partout. La tour Eiffel est faite dans un bois magique qui chante au clair de lune. Nous avons des chats ailés, nous avons des clubs de magiciens un petit peu à la British. Voilà, donc nous avons des fées qui se baladent. C'est un univers qui est très féerique, mais qui s'incorpore vraiment très bien dans notre monde tel qu'on l'a connu. Et ça rajoute un petite étincelle de magie qui est vraiment très bien insérée dans la trame vraiment, que ce soit narrative, mais dans la trame de l'univers, ça rentre vraiment comme une main dans un gant, c'est absolument... Je raconte des conneries, mais vraiment c'est un univers qui est hyper naturel, hyper intuitif, c'est comme si on était à la maison en fait.
Et nous suivons donc les aventures de Louis Griffon et de l'autre côté d'Isabelle de Saint-Gilles. On va découvrir son plus ou moins lié à la suite du récit. Au début, ils sont vraiment suivis de manière parallèle. Où donc Louis Griffon est un peu un dandy, je dirais. Enfin, c'est un magicien qui donc évolue dans le club de la magie, enfin le club science en fait. Il y a plusieurs types de magie, lui dans le club de la magicien. Et on a Isabelle de Saint-Gilles qui, elle, est à part, est un peu une espionne à ses heures perdues quand l'État lui demande gentiment d'aller récupérer des choses un petit peu, pas tendancieuses, mais disons un petit peu touchy niveau politique. Voilà, elle fait un petit peu office d'espionne et de barbouze, on va dire ça comme ça. Et donc nous avons donc dans ce tome des intrigues policières, des meurtres, des poursuites, des créatures mythologiques qui apparaissent. Et voilà, on ne s'ennuie pas une seconde, c'est excellemment bien rythmé. J'ai adoré la plume de l'auteur, je pense que Pierre Pevel écrit vraiment excellemment bien, que ce soit dans n'importe quel bouquin que j'ai pu lire de lui. Puisque je pense que j'ai quasiment tout lu. Mais voilà, il y a quelque chose de très relevé, de très guiré aussi dans sa manière d'écrire. C'est peut-être justement le fait que ce soit à la belle époque, c'est un peu insouciant, etc. Il y a quand même des thèmes qui sont un petit peu... il n'y a pas des thèmes lourds, un petit peu touchy, qui sont développés là-dedans. Ça reste vraiment plutôt du mystère, de l'aventure, de l'enquête, etc. Mais voilà, il y a quelque chose de très, comme je disais, de très relevé, de très insouciant dans la plume que j'ai vraiment adoré. Moi, je me suis dit, si je pouvais écrire comme ça, je m'auto-kifferais. Et que vous dire, vraiment, j'ai pris mon pied, comme je vous disais, j'ai vraiment redécouvert cette lecture sous forme audio, et je me suis rendu compte à quel point, justement, lire un livre, en fait, dans sa tête, le lire vraiment de façon traditionnelle, c'est une chose, mais se l'entendre raconter, avoir la mélodie du rythme des mots vraiment parlés, ça change aussi, ça donne une touche vraiment différente. Et comme je disais, moi j'ai juste kiffé. En plus, la narratrice a été vraiment parfaite pour son rôle en fait. Et elle nous a vraiment emmenés dans cette découverte de ce Paris des merveilles. Et j'ai vraiment hâte en fait de découvrir la suite, puisque donc il y a la trilogie qui est disponible évidemment sur Audible déjà. Moi je les ai aussi en livre papier là-haut, mais voilà, les redécouvrir sous forme audio comme on raconte une histoire. J'ai vraiment apprécié ça avec ce premier tome, et je pense que je vais continuer donc avec l'élixir d'oubli, et le dernier c'est quoi? C'est le Royaume Immobile, je crois que c'est ça, le Royaume Immobile. Petit plus en plus dans cette édition là, et donc c'est dans cette édition et c'est aussi dans le livre audio, c'est qu'il y a une nouvelle à la fin, et c'est une nouvelle que j'ai vraiment beaucoup appréciée, puisque j'ai essayé de la retrouver, voilà, elle est ici. Magie 6 Immobilier, voilà, c'est comment le Paris des merveilles rencontre Jules Verne et le Capitaine Nemo. Et rien que comme ça, je fais ok, je signe où. C'était vraiment excellent, c'était très intéressant. On a des personnages historiques qui sont insérés là-dedans, notamment par exemple, comment il s'appelle, Georges Méliès, je devrais savoir puisque c'était un petit peu le nom de mon école. Georges Méliès, on évoque aussi les Brigades du Tigre, enfin voilà, c'est vraiment quand même inséré dans le Paris de l'époque tel qu'il a été, mais voilà, un petit peu amélioré par ses côtés un peu magiques. Bref, c'est une lecture et une écoute que je conseille très fort. Maintenant, je vais vous parler de mes lectures en cours. Donc j'ai commencé ceci, il s'agit de Myriam, donc c'est de Guilhem Méric, c'est le premier tome, Le secret des âmes sœurs. Vous trouvez ça donc aux éditions Harmonia. Alors Myriam, donc comme je vous disais, c'est une saga de Guilhem Méric. Guilhem Méric, j'avais déjà lu il y a quelques années déjà. Il avait fait une saga, j'en ai déjà parlé donc en vidéo, il y a déjà de ça. J'essaierai de vous mettre un petit lien qui part par là. Il avait fait une série sous forme de feuilleton, qui était une série, c'était la... Je sais plus, je vous mettrai le nom, j'ai un gros trou de mémoire là. Bref, c'était une série fantastique, un petit peu horrifique, donc sous forme de feuilleton, que j'avais vraiment bien aimé, cette forme un petit peu... pas nouvelle, puisque au contraire c'était quelque chose qui se faisait au 19e siècle, mais c'était un petit peu nouveau dans notre forme comme ça de lecture d'aujourd'hui, je dirais. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, et comme donc cette saga Myriam est une saga de fantasy qu'il avait écrite avant, qui avait été éditée au Diable Vauvert à l'époque, Guilhem Méric avait récupéré ses doigts,
avait récupéré ses droits et il a réécrit, refaçonné son tome, donc en tout cas son premier tome, pour le proposer en auto-édition. Il avait fait un projet Ulule, donc un projet de financement participatif, puisque ce n'était pas uniquement un livre qu'il voulait proposer, mais c'était vraiment une expérience, c'est-à-dire avec donc évidemment le livre remanié, mais aussi avec une bande son qui avait été composée pour l'occasion par un compositeur de musique. Il y avait aussi tout un travail autour artistique en fait, où il y avait donc des personnages qui étaient comme je peux peut-être vous montrer ici, donc ça c'est Elia. Et donc voilà, c'était vraiment une expérience beaucoup plus complète. Donc le premier tome avait été financé, donc le premier tome a été édité. Et en fait j'ai demandé ce livre-ci en SP parce que comme je vous disais, j'avais beaucoup aimé ma première expérience avec Guy Émeric. C'est bizarre de dire ça. En tout cas c'est la première lecture de Guy Émeric. Et donc comme cette saga de fantasy, comme je disais, m'intéressait aussi, je me suis lancée. Alors donc de quoi ça parle? Nous sommes dans une fantaisie plutôt d'inspiration, je dirais, Grèce antique. Voilà, c'est le mythe des âmes sœurs tel qu'on le retrouve chez Platon, c'est-à-dire un être mythologique, en fait double, deux êtres fusionnés si vous voulez, donc avec deux bras, deux jambes, deux têtes, et qui en fait dans la mythologie, en tout cas dans le mythe développé par Platon, avaient été séparés, et donc du coup les deux êtres qui ont été séparés n'ont de cesse de chercher toute leur vie leur âme sœur, donc d'où ce terme d'âme sœur qu'on continue à utiliser encore de nos jours, et parce qu'ils se sentent incomplets chacun de leur côté, et qu'ils n'ont de cesse de chercher donc cette âme sœur pour refusionner si vous voulez. Donc ici, comme je vous disais, nous sommes dans un univers de fantasy, nous sommes dans l'univers de Pancaïa. Tout se déroule comme vous voyez ici en fait sur un ancien volcan avec donc des pics et comme ça qui vont vers le ciel, et avec trois cités qui sont donc séparées, donc chacun sur chacun des pics, donc, comme des cités-états un peu à la grecque quoi. Et elles sont toutes reliées par une espèce de passage, chacune comme ça, qui est reliée à un point central qui s'appelle Mirador, qui est un peu le point de contrôle de chacune des cités. Et chaque cité, en fait, a cette interdiction. Les populations de chaque cité ne peuvent pas aller dans les autres, ils sont vraiment cantonnés chacun dans leur cité. Et donc nous suivons les aventures de Sisam et de Elia. Petite parenthèse, je ne sais pas pourquoi, mais Sisam, j'ai trop du mal à le lire. Sisam, dans ma tête c'est Siam, et à chaque fois que je lis c'est Siam et Elia, je ne sais pas pourquoi, mais Sisam ça passe pas, je ne sais pas pourquoi. Donc si vous m'entendez dire Siam, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc nous suivons, comme je disais, je vais avoir du mal. Donc Siam, je vous ai dit, je vais avoir du mal. Sisam et Elia, qui sont en fait deux enfants au début du roman, et qui partagent une connexion comme rarement deux enfants ont partagé. Ils ont vraiment une attraction l'un pour l'autre, mais qui est pas forcément de l'attraction sexuelle. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus... c'est presque platonique en fait. Tout ceci s'arrête le jour où Elia est enlevée à ses parents et elle disparaît du jour au lendemain. Et ses parents en meurent de chagrin. Sisam aussi perd un peu sa joie de vivre. La vie continue, mais lui vraiment a perdu tout intérêt à vivre. Il ne sait pas ce qu'est devenu Elia. Et on les retrouve 15 ans plus tard, où on se rend compte que Sisam a continué sa vie. Il est devenu une espèce de menuisier, tailleur de pierre, il fait des trucs manuels, disons, créé en tout cas. Et Elia, elle de son côté, on se rend compte qu'elle a été en fait récupérée et élevée par le gouverneur d'une cité, donc une autre cité où elle est née et a grandi. Et en fait, elle est devenue la fille du gouverneur, un peu rebelle sur les bords. Un peu très rebelle sur les bords. Et le roman commence au moment où, en fait, à l'occasion d'une célébration, donc où le gouverneur de Tresse, donc le père adoptif de Elia, donc emmène Elia et sa famille dans une autre cité pour une grosse célébration. En fait, Elia prend la poudre d'escampette et se barre de là et va retrouver un peu son amour de jeunesse, donc Siam. Et voilà, l'histoire commence. Et là, j'en suis à peu près à 238 pages, comme vous pouvez le voir. J'en suis à un tout petit peu moins de la moitié. Alors, même si l'univers me promettait beaucoup de choses,
Et voilà, on était dans un truc autour de la mythologie grecque et la Grèce antique, et c'est vraiment des thèmes qui moi me plaisent beaucoup. Je suis fanat de mythologie grecque, etc. Je dois avouer que même si je trouve ça bien écrit, je trouve que ça manque d'entrain, ça manque d'enjeu, c'est un peu mollasson pour l'instant. Et pour l'instant, j'en suis quand même à page 238, quoi. Donc ça a du mal à avancer, ça a du mal à prendre son rythme. Et je trouve qu'il y a des choix qui ont été faits, ouais, qui me posent question en fait. Parce que, outre le fait que déjà commençons à parler un peu de la relation entre Sisam et Elia, j'arrive pas à sentir cet amour en fait vraiment profond. Je trouve qu'elle ne dépasse pas le stade des mots, j'ai du mal à la ressentir, j'arrive pas à savoir si c'est quelque chose, c'est vraiment de l'attachement pur, et du coup j'ai du mal à la comprendre, j'ai du mal à la ressentir, et je trouve que voilà, cette adoration et cette profonde connexion qu'il y a entre les deux a du mal à dépasser le stade de l'écrit. Ça c'est un premier point, en plus je trouve du problème de rythme qu'il y a en tout cas là-dedans. Il y a aussi le fait au niveau de l'univers où, comme je vous ai montré un petit peu la carte, voilà, on est dans le ciel, quoi. On est dans des cités qui sont tout en haut de pics rocheux, et je trouve que on ne sent pas. On a vraiment l'impression qu'on est sur Terre, qu'on est voilà, sur le plancher des vaches. Je sais pas, alors j'ai du mal à imaginer la taille parce qu'on a quand même, ce sont des cités, donc ça veut dire que c'est quand même assez balèze, quoi. Mais je sais pas, j'avais l'idée qu'il y avait quand même, je sais pas, ouais, du vertige, ou alors où on sent à cette hauteur-là, il y a forcément des vents violents, ce genre de choses. Mais comme ils sont donc tout en haut d'un volcan éteint, je sais pas, est-ce qu'il y a des relents du volcan, il y a voilà. Et je trouve qu'à ce niveau-là, l'univers, il manque un truc. À ce niveau-là, je trouve que l'univers est pas suffisamment exploité, et ça me gêne, ça m'embête, parce qu'il y avait un truc super cool visuellement qui finalement est pas exploité plus que ça, et ça m'embête. Et pour vous dire la vérité, là je suis en train d'hésiter à le laisser tomber ou pas. Je pense que je vais me laisser encore une petite semaine pour continuer à le lire, pour voir s'il va y avoir quelque chose qui va m'accrocher ou pas. Mais je ne sais pas si j'ai envie de passer je ne sais plus combien, parce qu'il est quand même assez épais, comme vous l'avez vu. Il fait ouais, plus de 600 pages. Même si à la fin il y a des annexes, ça c'est quand même assez cool, il y a des annexes avec donc, des dessins, etc. Ce qui moi me parle plutôt pas mal, on va dire. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore envie de lire quasi 300 pages, surtout si c'est avec le même manque de rythme, en tout cas pour moi, je ne sais pas. Je suis encore un petit peu dans l'indécision. Donc bon, je pense que vous verrez un petit peu le résultat de cette indécision pour le prochain point lecture, vous verrez ce que j'aurai décidé. Et je finis donc ce point lecture très brièvement en vous parlant donc des lames du cardinal. Je pense que j'en ai largement parlé en long, en large et en travers. Lames du cardinal, Pierre Pevel, Brajlon, tout ça. Je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos où j'en parle. C'est une saga de fantasy historique qui se passe au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIII, Richelieu, etc. Imaginez les trois mousquetaires avec des dragons dedans, pour faire le pitch assez rapidement. Mais c'est une saga que moi j'ai toujours adorée. J'avais lu à l'époque, je crois que c'était en 2008 ou 2009, j'avais lu donc cette première version de cette saga-là, et je l'avais adoré, j'avais dessiné les personnages, j'étais à fond dedans. Et là, après avoir donc écouté donc les Enchantements d'Ambremer, j'avais envie de continuer à rester dans du Pierre Pevel, et je ne sais pas, je pense que j'aurais pu continuer avec l'élixir d'oubli, mais j'avais envie de me le garder pour un petit peu plus tard, pour faire durer le plaisir peut-être. Et je me suis dit, tiens, t'as les lames du cardinal, je l'avais acheté aussi pour le redécouvrir sous une autre forme, sous la forme audio, et vu que mon expérience avec les Enchantements d'Ambremer s'était plutôt très bien passée, je me suis dit, on va relire, on va redécouvrir justement les lames du cardinal par la même occasion, donc en livre audio, et donc j'ai commencé à l'écouter en travaillant, parce que c'est en général ce que je fais, j'écoute les livres audio que ce soit au travail ou en général dans ma voiture. Et cette fois-ci, donc l'âme du cardinal a un narrateur, donc un narrateur homme cette fois-ci, qui a une voix qui se prête vraiment particulièrement bien à ce genre de récit, avec une voix grave, bourrue, etc. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il a une façon de s'exprimer assez hachée, assez
ouais, on a envie de le pousser aux fesses pour nous dire mais arrête d'articuler, parle mieux quoi. On a l'impression qu'il prononce toutes les syllabes là comme ça et on a envie de le pousser au cul et je suis un petit peu vulgaire, je suis désolée, mais c'était vraiment, voilà, au début j'étais vraiment comme ça. Et en fait, quand j'en ai parlé la dernière fois, je pense que c'était sur Instagram, on m'a fait la réflexion et comment dire, la suggestion. Et d'ailleurs, je ne sais plus qui c'était, mais si tu passes par là, je te remercie parce que c'était une excellente suggestion. En fait, dans Audible, on peut changer la vitesse de lecture, comme on peut changer la vitesse de lecture d'ailleurs dans YouTube. Et j'ai découvert qu'en fait, en passant donc la vitesse de lecture de 1 à 1.25, et ben on a plus problème de diction hachée et ça va tout de suite mieux quoi. On a toujours voilà le ton et la voix grave un peu bourrue qui correspond très bien à Lafarge qui est un peu le personnage principal, mais on a plus ce côté haché qui me gênait tellement. Alors je suis toujours dedans, j'en suis encore même pas 20-25%, un quart du bouquin, mais voilà, c'est toujours une lecture que j'apprécie à 300%, que j'aime toujours autant. On retrouve une plume toujours aussi précise et bien écrite en fait de Pierre Pevel. Et en fait c'est là justement en ayant écouté juste avant les Enchantements d'Ambremer et là maintenant L'âme du cardinal, de voir justement les différentes facettes où dans les Enchantements d'Ambremer on avait quelque chose qui était presque une plume presque féminine dans son élégance, dans sa fluidité, etc. Et là, comme on a avec des soldats, on a avec des espions, etc., on a quelque chose qui est... J'aime pas définir les choses en féminin et masculin, mais je pense que c'est peut-être ce qui donne le plus d'image. Mais voilà, on a toujours une plume qui est toujours aussi recherchée, aussi pointue. On a quelque chose qui, justement, peut-être qui se rapproche plus d'un style d'Alexandre Dumas, donc un peu 19e siècle, mais qui mimique un peu un style parlé du 17e, même si on reste dans quelque chose qui peut au 20e et 21e siècle rester compréhensible à nos oreilles, etc. Donc il y a un peu un mix comme ça, un truc un peu, comment dire, un peu hybride là comme ça, qui peut paraître un peu bizarre au début. En plus ça c'est le tome d'exposition, on expose un peu les différents personnages, puisqu'il y a quand même pas mal de persos. Et en plus évidemment de l'univers, des dragons, des dracs, etc. Bref, c'est une lecture que j'aime vraiment beaucoup et que je vais continuer à déguster comme il se doit, et toujours avec, comme je vous disais, la vitesse 1.25 qui va un petit peu me sauver la lecture. Voilà, c'est ici que s'achève ce deuxième point lecture, donc des mois de janvier et février. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous évidemment le mois prochain pour vous parler de mes prochaines lectures. Et avec ça, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellents films, d'excellentes séries. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.